Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, c'est l'unique média de développement en République de Guinée. Et nous nous excusons pour ce retard. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble de nos réseaux. Vous nous regardez à la télé, c'est sur Kavi TV. Vous nous écoutez à la radio, c'est sur la 89.5. Cette émission est déjà relayée du côté de l'abbé Chenot, partenaire de Beta FM. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est sur Kavi TV si vous êtes sur Meta ou téléchargez notre application mobile disponible sur Play Store et App Store Kavi Média et sur notre site d'information siaminfo.com. Au menu de ce matin, la Guinée est en pleine campagne référendaire depuis le 31 août 2025, une étape décisive qui ouvre aux différentes parties l'occasion de défendre et de promouvoir leur position. Elle ouvre également un espace de débat d'idées autour du projet de nouvelle constitution, un test de 199 articles qui, une fois adopté, deviendra la loi fondamentale du pays. Dans ce numéro, nous recevons un nouvel acteur engagé en faveur du oui, faute de parti contradictoire ce matin. L'UDG est le seul parti invité. Quels sont ses arguments? Dobo Koivogi, membre du bureau politique de l'UDG, répondra à nos différentes questions. Voilà le menu de ce matin. Installez-vous confortablement. Merci de nous rejoindre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous êtes votre émission Le Scanner. Je vous l'annonçais tantôt, la campagne référendaire bat son plein en République de Guinée depuis le 31 août 2025. Une étape déterminante, il faut le rappeler, où chaque camp s'emploie à convaincre et à défendre sa position, sa vision autour du projet de nouvelle constitution. Dans ce numéro, nous donnons la parole à l'Union démocratique de Guinée UDG. Le parti plaide en faveur du oui. Pourquoi ce choix, quelles en sont les motivations? Dobo Koivogi, membre du bureau politique de l'UDG, est sur ce plateau. Bonjour Monsieur Koivogi. Bonjour Monsieur et bonjour à tous vos millions d'auditeurs. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et puis une nouvelle voix rejoint également cette émission. Vous la connaissez bien. Elle est responsable de la présentation télévisée et présentatrice du journal ici au groupe Kavi Média. Guinaboutian, bonjour. Bonjour Abdallah Kamara et bonjour à tous. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous encore ce matin. Tout le plaisir est pour moi. Il faut le dire. Avant de lancer le débat, place à la lecture de quelques articles du projet de nouvelle constitution et c'est avec toi Yenab. Article 21. L'État garantit à toute personne le droit à l'éducation et à la formation. Il prescrit le caractère primaire de l'éducation nationale. L'État promeut l'éducation civique des citoyens à tous les âges. Il garantit la gratuité de l'enseignement, l'accès obligatoire à des enfants à l'âge de 5 ans ou plus tard à leur maintien à l'école, au moins jusqu'à l'âge de 17 ans. Il garantit aux jeunes Guinéens la gratuité de la formation professionnelle, la technique, de l'enseignement supérieur à tous les cycles, dans les conditions définies par la loi. La gratuité évoquée aux alinéas précédents concerne les institutions de formation et d'enseignement supérieur public. L'État crée les conditions d'accès des étudiants et des diplômés aux stages professionnels. Il garantit une allocution budgétaire adéquate au secteur de l'éducation et de la formation. Une loi détermine les conditions d'application du présent article. Article 22. L'État garantit le droit à la santé. Il prescrit le caractère prioritaire de l'accès à la santé. Il garantit à tous les Guinéens la couverture santé universelle dans les conditions qu'une loi détermine. Il prend les mesures nécessaires à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les épidémies. Il garantit une allocation budgétaire adéquate au secteur de la santé dans les conditions déterminées par la loi. Article 23.
Toute personne a droit à un travail décent. L'État crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de son ethnie, de ses opinions ou de toute autre forme de discrimination énumérée à l'article 7. Toute personne a droit à une rémunération juste et équitable. Tout travailleur a le droit de fonder avec d'autres travailleurs un syndicat ou d'y adhérer au fond de la défense de leurs intérêts dans les conditions définies par la loi. Il a le droit de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions de travail. Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s'exerce dans les conditions prévues par la loi. Il ne peut en aucun cas entraver la liberté de travail et de circulation d'autrui. Toutes les personnes, toutes les formes d'esclavage et de travail forcé sont proscrites. On a compris article 21, article 22 et article 23 du projet de nouvelle constitution. Nous avons suivi avec vous le contenu de ces quelques articles et que, comme je l'annonçais sur ce plateau, M. Doboko Ivogui, il est membre du parti UDG, Union démocratique de Guinée, qui appelle à voter oui lors du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025. Pourquoi êtes-vous pour le oui, M. Koivogui? Bien, merci M. Abdallah et merci à l'ensemble de votre équipe pour d'abord m'avoir accordé cette invitation et surtout l'importance que vous accordez à notre parti et à sa ligne politique. Bien. Donc, en ce qui concerne notre choix par rapport au oui, vous savez, nous avons vécu tous ces temps dans la transition. Depuis 2021, le 5 septembre, la Guinée s'est plongée dans une transition militaire. Et comme vous savez aussi, nous avons suivi avec intérêt tous le déroulement de cette transition qui a abouti de part et d'autre à des bonnes actions et aussi à des mauvaises actions. Sur le caractère des bonnes actions, par exemple, il y a aujourd'hui le désenclavement de certains quartiers en matière d'infrastructures routières. Et aussi, il y a cette question qui est liée à la lutte contre le grand banditisme aussi dans les banlieues. Donc vous voyez aujourd'hui dans certains lieux de la banlieue qui étaient des zones criminogènes, qui ont été démasquées et qui sont aujourd'hui sécurisées par les forces de l'ordre. Donc sous ce plan-là, nous pouvons certainement saluer l'esprit qui a prévalu à l'élaboration de toutes ces stratégies, désenclaver les quartiers en matière d'infrastructures routières. Et de l'autre côté, vous avez suivi avec nous la privation de certaines libertés, la restriction de certaines libertés publiques, non la liberté de manifestation, qui n'est pas garantie et pourtant qui est mentionné dans la charte. Et aujourd'hui, vous avez aussi tous ces kidnappings qui ont eu dans notre pays, qui ont entravé l'exercice et qui ont endeuillé certaines familles. Donc, vu tous ces deux côtés, il faut privilégier à ce que le pays avance. Si le pays doit avancer, c'est dans le sens à l'ordre, c'est-à-dire du retour à l'ordre constitutionnel. Parce que si nous sommes dans une transition militaire, il faut s'attendre à tout, parce que toutes les libertés ne seront pas garanties. Mais si nous partons vers le retour à l'ordre constitutionnel et qu'on ait un président élu démocratiquement, un président civil, certaines libertés peuvent être garanties. Et le combat politique, le combat pour les libertés peut bien être mené à ce moment. Et également, tout ce que nous connaissons comme stratégie de participation citoyenne peuvent être mises en place pour que le pays avance. Donc vous optez pour le oui parce que vous voulez sortir de la transition. Nous optons pour le oui parce que le pays ne peut pas continuer dans la transition. Aujourd'hui, nous subissons tous les effets néfastes de cette transition sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sociologique même de notre pays. Donc il faut aller vers le retour à l'ordre constitutionnel pour que le pays souffle un peu de tout ce qui est démocratie, liberté d'expression, liberté de manifestation et tout ce qui est lié au développement aussi. Donc c'est le fondement de notre oui. Bien. Aujourd'hui, selon vous, puisque vous avez évoqué quand même beaucoup de raisons, notamment vous estimez à l'UDG, sortir de la transition pour éviter d'être dans un blocus.
Cependant, cette autre question, quels sont les principaux points pour vous, après lecture du projet de nouvelle constitution, positifs ou peut-être négatifs, aux points positifs et négatifs de ce projet de nouvelle constitution? Ok. Bien évidemment, vous savez, quand vous prenez toutes les constitutions du monde, aucune constitution n'est parfaite. Aucune constitution n'est parfaite dans la mesure où toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc, ceux qui ont eu le privilège d'écrire cette constitution ont certainement des limites vis-à-vis d'autres Guinéens. Mais on ne peut pas se fier seulement aux points négatifs pour dire non, il faut voter contre cette constitution. Est-ce qu'il y a des points négatifs? Il y a effectivement des points qui peuvent être qualifiés par nous autres comme des points négatifs. Il y a effectivement des points qui peuvent être des points positifs. Donc, quand je prends par exemple les points positifs, j'ai suivi avec intérêt la lecture de l'article 22 de cette nouvelle constitution, de ce projet de constitution qui a été lu par votre co-animatrice. Et sur le plan de la santé, cet article garantit la santé, la couverture de la santé universelle à tous les Guinéens. Donc je pense que en matière d'innovation, quand vous parcourez les anciennes constitutions, cet article ne figure pas. Donc aujourd'hui, si la santé universelle est garantie à tout Guinéen, c'est un bon départ pour tout le monde. Parce que la santé vaut mieux que tout ce que nous cherchons dans la vie. On peut chercher des millions, on peut construire des buildings, on peut faire tout ce que nous voulons, mais si vous n'êtes pas en bon état, vous êtes toujours coincé dans votre coin et vous êtes frustré de voir les autres en bonne santé, de se promener comme ils veulent. Et également, si nous voulons que notre pays aussi s'inscrive dans la dynamique du développement, dans la formation de tout ce qui est cadre, de tout ce qui est performance dans notre pays, il faut que la santé soit assurée. Moi, je suis très peiné de fois d'entendre dans ce pays-là, après 60 ans et quelques d'indépendance, bientôt nous serons à 67 ans. Voilà, bientôt nous serons à 67 ans, que nous n'avions pas encore d'infrastructures sanitaires dignes de nom, et qu'à chaque fois un Guinéen est atteint d'une certaine maladie, il faut l'évacuer vers le Sénégal, il faut l'évacuer vers le Maroc et d'autres pays du monde. C'est très désolant parce que si un pays veut garantir sa souveraineté, il faut que le pays se bat à opter ou à adopter, à avoir surtout des infrastructures sanitaires dignes de nom, pour qu'au moins les soins soient garantis à tout le monde, pour que si quelqu'un tombe malade, qui n'a pas les moyens pour se déplacer, d'aller vers l'extérieur, qui se soigne sur place. Aujourd'hui, vous voyez dans les pays occidentaux, notamment j'ai suivi un débat en France la fois dernière, où certains hommes politiques français aujourd'hui pointent du doigt aux soins accordés aux étrangers dans leur pays. Parce que c'est sur le contribuable français que nos dirigeants, nos grands malades qui sont là, vont pour se soigner. Aujourd'hui, de ce côté, les gens se plaignent. Pourquoi pas prendre des dispositions au sein de notre pays pour mettre en place toutes ces infrastructures-là, pour qu'on cesse de se déplacer de notre pays vers les autres. Donc l'article 22 est un couteau à double tranchant. L'article 22, à ce niveau-là, pour moi, est un acquis. Et si elle est mise en pratique, ça sera un soulagement pour la population guinéenne. En plus de ça, vous avez l'article 3. Si vous prenez l'article 3, qui concerne l'exercice des libertés politiques dans notre pays, si elle est vraiment mise en œuvre, ça permettra aux partis politiques de contribuer positivement à la construction du pays. Parce qu'il est dit dans cet article que les partis ont l'obligation d'assurer l'éducation des militants. Effectivement, ça existait et ça existe même dans la loi ou le statut qui encadre le fonctionnement des partis politiques. Mais si déjà, oui, la charte des partis politiques, c'est consacré dedans. Je pense que c'est dans l'article 15 à ce niveau, qui donne la latitude aux partis politiques de participer à la formation et à la sensibilisation des militants. Mais vous savez, la Constitution est la norme suprême de toutes les normes qui nous gouvernent dans le pays. Donc si déjà à ce niveau c'est mentionné, quels que soient les autres maintenant, elles seront obligées d'être conformes à la Constitution pour que l'exercice soit facile. Donc, du point de vue expression des libertés politiques, l'article 3 garantit cela.
non seulement la liberté d'association aussi est garantie à ce niveau et les exercices. Donc nous pensons qu'à ce niveau, si la Constitution est votée et que ces articles sont suivis et appliqués comme tels, ça donnera une certaine liberté à tous les acteurs, que ce soit la société civile et les acteurs politiques, d'exercer librement leur activité. En plus, vous avez les articles 11, 12 et 13, effectivement, qui aussi viennent donner une certaine liberté par rapport à l'éducation, comme Madame a bien dit, à l'éducation, à la formation et à tout ce qui parle de la gratuité. De la gratuité, tout ça là. Voilà. Je pense que tout ça, c'est des acquis. Nous avons discuté la fois dernière parce que il faut faire la différence entre ce que les gens appellent la gratuité de l'école, ainsi de suite. Vous savez, notre pays, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, vous pouvez témoigner, la plupart d'entre nous ont étudié certainement dans des établissements d'enseignement public. Moi qui vous parle, je n'ai jamais étudié dans une école privée, j'ai toujours évolué dans le public. Voilà, dans les lieux publics. Et en aucun cas, l'État n'a demandé à mes parents de payer tel pour ma formation. L'État a garanti cette formation et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis fier de défendre toutes mes idées aujourd'hui sur votre plateau et de défendre également ce système qui m'a permis d'être où je suis aussi. Quand on dit gratuité, je ne sais pas dans quel secteur on va parler de cette gratuité, mais il faut dire si à partir de cet article, la gratuité au niveau de l'enseignement primaire sera garantie par l'État, c'est-à-dire à tous les niveaux, parce que dans les autres pays, ça se fait. Si vous prenez par exemple les États-Unis, l'enseignement à l'école primaire est garanti par l'État. C'est-à-dire, quel que soit votre moyen, quelle que soit votre position, vous ne pouvez pas donner une formation à l'école primaire à un enfant américain. C'est pas, parce que c'est à partir de là c'est construit l'homme. C'est à partir de là on inculque tout ce qui est fondement de l'État, tout ce qui est patriotisme à l'enfant. Donc si l'enfant grandit dans cet esprit, même si au niveau du secondaire maintenant l'enfant va aller dans une école privée ou dans un autre établissement d'enseignement, il a déjà acquis tous les fondements, tous les principes qui régissent son État. Il a déjà l'ADN du patriotisme de son État. Donc, si à ce niveau, on garantit la gratuité et que tous les enfants soient enseignés à ce niveau par l'État, je pense que c'est une bonne chose. Autre facteur, c'est l'instauration du service militaire. Obligatoire. Ça, c'est un bon article et c'est une bonne action. Parce que si elle est mise en œuvre et en vigueur, nous autres, moi personnellement, je regrette parce que j'ai des amis qui sont ivoiriens, sénégalais, ainsi de suite, qui ont au moins qui ont eu ce privilège de faire au moins le service minimum en matière militaire. Aujourd'hui, quand on se rencontre, par exemple, dans les séminaires, dans les réunions, ils sont fiers d'en parler parce qu'ils sont aujourd'hui, en quelque sorte, les réserves. Si l'État effectivement a besoin d'eux pour le service militaire, ils sont déjà en avance par rapport à cette formation. Ils ont les b.a.-ba. Nous autres, nous n'avons pas eu cette chance. Je pense à l'époque du premier régime, il y avait ce service qui était assuré au niveau de toutes les couches sociales. Et les étudiants partaient pour suivre ce service minimum à la base pour être des réservistes. Mais depuis le régime du général Lassana Conté, nous autres qui sommes issus de ce régime, on n'a pas eu la chance de bénéficier de cela. Donc c'est une avancée majeure. Et si seulement elle est appliquée, qui permettra au pays d'inculquer les bases minimum du service militaire à toute la génération future. Et aussi, ça permettra aux uns et aux autres d'avoir un certain ADN du patriotisme parce qu'aujourd'hui on en a besoin, notre pays est vraiment en manque de ce patriotisme aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous assistons aujourd'hui à beaucoup de choses qui ne sont pas censées
avoir lieu dans ce pays. Dans ce pays, vous avez évoqué de nombreux articles. Ne trouvez-vous pas de points à amender qui pourraient quand même vous faire changer d'avis? Je veux bien sûr parler de l'UDG, votre parti Union démocratique de Guinée. Aujourd'hui, vous appelez un oui. Est-ce qu'avec tout ce que vous avez évoqué, vous ne trouvez pas d'amendement à faire qui pourrait vous faire changer d'avis? Vous savez, quand le projet de la nouvelle constitution, l'avant-projet est sorti, il était question que les partis politiques, les acteurs de la société civile et toutes les couches apportent des amendements aux articles qu'ils jugent vraiment à améliorer. Et à ce niveau, nous avons fait des propositions que nous avons remises au CNT lors d'une conclave sur ce projet de constitution à Kindia. Donc, ce que nous avons regretté, c'est que nos amendements n'ont pas été pris en compte. Ça n'a pas été pris en compte et nous n'avions pas manqué de signifier au président du CNT que nous avons fait des bonnes propositions qui n'ont pas été retenues au niveau de la mouture finale. Mais vous savez, ce travail n'est pas un travail personnel, ce n'est pas un travail centré sur un parti politique. Je pense que l'État a pris toutes les mesures nécessaires pour donner ce travail-là au CNT et à un groupe d'experts qui a donné son avis dernier par rapport à tout ce que nous voyons comme mouture finale du projet de constitution. Donc ces experts, je pense ont tenu compte de beaucoup de facteurs pour donner effectivement ce dernier projet de constitution et qui sera soumis au référendum. Donc si nos avis n'ont pas été tenus en compte, nous trouvons qu'on ne peut pas s'éterniser sur des débats interpersonnels, interpartis, interinstitutions. Nous nous mettons dans la posture qu'il faut que le pays sorte de la transition. Parce que la transition militaire, comme le disait l'actuel Premier ministre, tant que ça perdure, il y a toujours un danger qui plane sur le pays. Donc il faut aller vite pour que nous sortions de cette transition et que nous rentrons dans un régime normal et dans un régime démocratique. C'est ce qui nous permettra seulement de décoller et d'assurer à notre pays un développement digne de nous. Donc nous avons fait des amendements qui n'ont pas été pris en compte, mais ça ne nous donnera pas cette frustration pour dire comme nos avis n'ont pas été pris en compte. Nous allons dire non, on ne va pas aller dans ce sens. Nous voulons participer à la démocratisation de ce pays et à l'instauration des bonnes institutions qui garantiront le développement dans notre pays. Maintenant, si vous prenez certains articles que nous dénonçons, parce que lors de la vulgarisation, j'ai été mandaté par le parti d'animer des séances de vulgarisation au sein des structures politiques. Donc, à ce niveau, nous déplorons surtout l'article 44. Vous savez, notre pays s'est habitué à une culture de mandat de 5 ans. Aujourd'hui, si vous prenez l'article 44 de cette constitution, il passe le mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Et j'ai écouté avec intérêt l'argumentation des uns et des autres par rapport à ça. D'autres disent oui, pendant 5 ans, quand le président est élu, il y a d'abord les 2 premières années sont consacrées aux récompenses des militants, des sympathisants tentants. Et en plus, dès que les 3 ans s'écoulent, les 2 autres dernières années qui restent sont consacrées à la préparation du 2e mandat. Donc ça fait que le président ne travaille pas. Et puis, trop d'élections dans le pays, c'est du gaspillage d'argent, c'est ceci, c'est coûteux. Oui, tout ça là, c'est bien et c'est beau. Mais vous savez, la démocratie, si elle est bien appliquée dans le pays, garantit la stabilité. C'est quand vous êtes stable que vous pouvez utiliser à bon escient les ressources que vous avez. Mais si le pays n'est pas stable, quelle que soit la forme d'État ou d'institution que vous mettrez en place, il va sans dire que la stabilité ne sera pas là. Et dès que la stabilité n'est pas dans le pays, ça piétine tout ce que vous entreprenez comme projet, comme activité. Donc, passer du mandat de 5 à 7 ans, à mon autre avis, ça ne veut rien dire. C'est une façon juste d'allonger le mandat présidentiel
et certainement qui cache une certaine action inavouée jusqu'à maintenant. Parce que ce que nous ne devons pas tolérer surtout, on ne peut pas accepter qu'on dise, dans les autres pays de la sous-région, le mandat est de 5 ans. Nous, dans notre pays, uniquement, parce que si vous prenez la CEDEAO, toute la zone de la CEDEAO, le mandat c'est de 5 ans. Mais aujourd'hui, la Guinée fera exception de passer à 7 ans. C'est déplorable. Et s'il y avait moyen vraiment de réduire ce mandat-là, vraiment je pense qu'il faut envisager cela. Bien, ce qui est déjà compris de Boko Ivougui, il est un membre du parti UDG, Union démocratique de Guinée. C'est notre invité de ce matin. Et le parti appelle déjà à voter oui au référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025. Je me tourne encore vers vous, Guinan Boukam, pour la suite de la lecture de quelques articles. On va aller encore avec 3 articles et on parle des articles 24 à 27. Ou 26, si je ne me trompe. Article 24. Toute personne a droit à un logement décent. L'État crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit. Il protège les citoyens contre les discriminations ethniques, religieuses, régionales ou toute autre forme de discrimination énumérée à l'article 7 dans l'accès au logement. Article 25. La famille est la base naturelle de la société humaine. Elle a droit à la protection de l'État. L'État garantit le droit pour un homme et une femme de se marier et de fonder une famille sans aucune discrimination fondée sur l'ethnie, la religion, la nationalité ou la couleur de la peau. Il garantit l'égalité des droits des conjoints hommes et femmes durant le mariage et lors de sa dissolution. Article 26. L'État garantit aux enfants et aux jeunes le droit à la protection à leur plein épanouissement. Il crée les conditions de participation des jeunes à la vie de la nation. Il prend les mesures nécessaires à la protection des enfants et des jeunes contre l'exploitation, l'abandon, la délinquance, l'abus sexuel, la maltraitance, la traite des personnes, l'exode rural et la migration irrégulière. L'État institue un service civique et militaire pour les jeunes dans les conditions que nos lois déterminent. Déjà, vous l'avez encore suivi, nous avons fait lecture de 3 autres articles. Pensez-vous que ce projet de constitution répond aux attentes réelles des Guinéens en 5 minutes? Oui, il faut se dire que ce projet de constitution répond à certaines attentes. Pas toutes les attentes, mais à certaines attentes des Guinéens. Et quand vous lisez effectivement l'article 25, comme madame a déjà lu, qui garantit le mariage sans aucune base de discrimination, je pense que c'est une avancée. Parce que dans ce pays, vous avez souvent ces débats pareils. Je me souviens lors du mariage entre M. Tamba et sa femme, Tamba Jacari, votre confrère, et sa femme, qui avait suscité beaucoup de tollé sur les médias sociaux. Et à l'époque, d'autres disaient, bon, la femme est musulmane, l'homme est chrétien, et puis la femme est peu, l'autre est qu'ici, ça ne doit pas avoir lieu. Vous avez même vu, il y a eu des actes d'agression vis-à-vis de M. Tamba. Aujourd'hui, si la Constitution tient compte de tout cela, je pense un exemple parmi 1000. Un exemple parmi 1000. C'est juste un exemple que j'ai pris parmi 1000. Ça va permettre au pays et à tous les citoyens, si cet article est enseigné comme prévu dans toutes les langues nationales, ça va permettre à nous autres citoyens de prendre conscience. Parce que nos origines, ce n'est pas nous qui les choisissons. Nos religions, nous naissons souvent dans des familles où nous trouvons que soit nos parents ont opté depuis un certain moment pour soit l'islam, soit le christianisme. Et quand vous êtes né dans une famille ancré dans l'islam, pour vous départir de cela, ça crée beaucoup de problèmes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui naître, grandir dans une famille musulmane, et puis d'un seul coup, vous dites, bon, je ne veux plus de cette religion, je vais aller intégrer. D'abord, si vous faites cela, votre famille va se sentir blessée, et vous ne faites pas attention, ça vous crée des actes, même de rejet vis-à-vis de votre famille et vis-à-vis de votre entourage. Donc, il faut qu'on s'accepte, parce que dans ce pays, on a besoin de ça. Il faut de la tolérance religieuse. Qu'on accepte que chacun pratique sa religion. Moi, je vois beaucoup d'exemples dans cette matière. Aujourd'hui, madame et monsieur veulent se marier, mais monsieur est chrétien, madame est musulmane.
vous partez avec tout le respect qu'il faut pour demander la main de cette femme. On vous dit non, si vous êtes chrétien, il faut que vous changez de religion. On vous impose de changer de religion parce que tout simplement, vous voulez une femme pour votre vie avec qui vous voulez construire votre vie et mener tout le reste de votre vie ensemble. Des fois, ça aboutit à la séparation des personnes qui s'aiment et qui ont voulu créer un avenir pour eux-mêmes et pour leurs futurs enfants. Mais si les familles s'imposent et finalement vous voyez que ça n'aboutit pas, et ça devient regrettable après parce que madame va aller épouser ou la famille va imposer un mari à la dame qu'elle n'aime pas, et souvent c'est des problèmes dans le couple, il y a des incompréhensions. Donc aujourd'hui, si la Constitution garantit aux Guinéens de se marier entre eux sans tenir compte des origines, sans tenir compte des religions, sans tenir compte des régions, je pense que c'est une bonne avancée. Aussi, elle a lu l'article 26 qui va dans ce même esprit dans le cadre des handicapés et des personnes en situation d'handicapés. Et vous savez, dans notre pays, nous sommes en majorité croyants. Et on n'est pas, dans notre naissance, on ne choisit pas d'être handicapé, on ne choisit pas d'être infirme. Quand on se trouve dans cette situation, il faut que l'État garantisse à ces personnes-là un minimum de droits. Parce qu'il y a trop de discrimination, des fois, à leur endroit. Et il faut que ça cesse, parce que c'est des hommes comme nous, c'est des femmes comme nous, c'est des gens qui peuvent aller et qui peuvent même apporter beaucoup si ils sont encadrés et ils bénéficient de toutes ces formations que nous autres nous bénéficions. Ils ont des mots à dire et ils ont des expériences à mettre en œuvre pour la construction de notre pays. Donc c'est une avancée à ce niveau. Et je vais déplorer un article à l'instant de l'article 44 qui allonge le mandat présidentiel. Il y a un autre article, je pense, l'article 74. L'article 74 de ce projet de constitution qui garantit l'immunité pénale et civile aux anciens chefs d'État. Vous savez, c'est un débat que nous avons fait entre nous, juristes, à un moment donné dans notre cercle. Vous savez, l'immunité pénale et civile accordée à une personne, le blanchit, quelles que soient les actions commises sous sa gouverne. Et ça donne un peu de l'impunité. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a géré votre pays pendant 7 ans, parce que si c'est adopté, ça sera de 7 ans. Pendant 7 ans, le monsieur a géré, ou la dame a géré le pays. Et puis, il y a eu des exactions qui sont commises sous sa gouvernance. Est-ce que vous allez laisser tranquillement cette personne aller se reposer sans aucune poursuite possible contre lui? Je pense que c'est non. Il faut qu'on garantisse un certain minimum de privilèges, mais différent du privilège pénal et civil contre les personnes qui auront la chance d'incarner la magistrature suprême. Bien. Et vu tout ce que vous aviez quand même évoqué aujourd'hui, quels peuvent être les impacts de ce projet de nouvelle constitution sur la démocratie et notamment la stabilité politique, j'insiste, du pays? On parle de la Guinée, évidemment. Voilà. Et vous savez, à notre niveau, nous pensons que si ce projet est voté, ça pourra apporter une certaine stabilité. Ça aura un impact. L'impact, c'est quoi? On nous apprend dans les sciences politiques qu'on ne combat pas une dictature militaire par des armes. Parce que si vous combattez une dictature militaire par les armes, vous êtes sur le domaine, c'est-à-dire vous êtes sur le point fort même de cette dictature. Parce que toutes les dictatures militaires se basent sur l'armée, sur la police, pour réprimer la population. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut sortir de cette transition. Parce que si nous sommes dans un système constitutionnel où un président est élu démocratiquement, aujourd'hui, toutes ces bavures que nous assistons à notre pays vont diminuer. Ça va diminuer, et si seulement ça ne peut pas disparaître, mais ça va diminuer drastiquement. Et dans ce régime, la démocratie pourra s'exercer. Parce que nous avons vu déjà un exemple dans notre pays, sous le CNDD.
nous avons constaté à des exactions, à des bavures. Mais quand le professeur Alpha Condé est venu, malgré que son régime n'a pas été parfait, mais certaines libertés ont été garanties, ont même été exercées. Je prends un pan sur la liberté de manifestation. On vous dira de 2010 jusqu'en 2013, pour aboutir aux élections législatives, il y a eu plus de 100 manifestations. Pendant ces 100 manifestations, malgré qu'il y a eu... Qui a été aussi réprimé. Mais au moins, la liberté d'expression, la liberté de manifestation a été faite. Je prends à partir de 2019. Vous avez vu les manifestations que le FNDC a eu à organiser dans ce pays, qui ont été encadrées à l'époque. Vous avez vu des milliers de Guinéens sont descendus pour dire non au 3e mandat. Malgré, à la fin, il y a eu des bavures, il y a eu des tueries. Mais si vous prenez cet exemple, et puis vous voyez, aujourd'hui, il y a des plaintes par-ci et par-là contre les anciens dignitaires, contre le professeur Alpha Condé lui-même. Vous voyez que si le professeur Alpha Condé répond à la justice, qui peut soit le condamner ou le blanchir, ça donnera un sentiment aux citoyens que la justice ou les libertés sont garanties dans le pays et que nul n'est au-dessus de la loi. Mais si aujourd'hui on va dans ce sens pour dire il faut donner l'immunité civile et pénale, ça garantit l'impunité et ça permet c'est-à-dire au régime qui se trouve en place et son président de faire tout ce qu'ils veulent. Donc nous pensons qu'il faut, nous à notre niveau, sortir de tout ça pour que la stabilité et la démocratie règnent dans ce pays. Mais pour un oui, cela sera même. Pour un oui, oui. Si le oui est majoritaire, effectivement, ça nous permettra de rentrer dans un régime démocratique et ça nous permettra également d'assister à tout ce qui est exercice de liberté d'expression et ça nous donnera le pouvoir nécessaire de jouir de tout ça pour que si nous devons manifester, si nous devons signer des pétitions contre des dirigeants qui ne font pas notre affaire et qu'on le fasse librement parce que tout est garanti dans cette constitution. Donc il faut que le oui remporte. C'est ce qui fera que nous allons sortir de cette transition et nous allons aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez lu presque la quasi-totalité des articles de ce projet de nouvelle constitution. Aujourd'hui, selon votre constat ou selon vos analyses, quelle garantie apporte-t-il ce projet ou non en matière de droit, puisque vous l'avez déjà évoqué, de justice sociale et de gestion des ressources oui. En général? Oui, bien sûr. Madame déjà a lu beaucoup d'articles liés aux droits et aux devoirs, notamment les articles 25, l'article 3 que j'ai évoqué, vous prenez l'article 11, l'article 12, l'article 13 aussi, et ensuite vous venez au niveau de l'article, je pense c'est 151 et 173, tout ça là qui donne la latitude aux citoyens de saisir directement la Cour constitutionnelle au cas où la personne se sentira légée devant les tribunaux pour interprétation des lois. Donc tous ces articles-là apportent une garantie en matière d'exercice des droits et des libertés dans notre pays. Donc c'est ce qui fait que quand on lit ce projet de constitution, vous savez, comme je l'ai dit à l'entame, il n'y a pas une œuvre parfaite. Seulement, il faut de l'acceptation pour que le pays avance. Parce que si nous tenons compte de tout ce que nous avons dénoncé et nous continuons à dénoncer, nous pouvons dire, bon, il faut voter non. Mais si on vote non, supposons que le non remporte sur le oui, est-ce que nous allons sortir de cette transition? Est-ce que tout ce que nous dénonçons vont s'arrêter? Est-ce que notre pays ira vers le retour à l'ordre constitutionnel à temps voulu? Je pense que c'est non. Donc, si les législateurs ou les constituants ont eu la chance, le privilège de rédiger ce projet et de soumettre à l'avis du peuple, il faut aller le voter. Vous savez, la Constitution n'est pas statique, elle est dynamique. Si nous le votons oui, après ce régime ou après cette étape-là, s'il y a un régime normal, il y a des institutions normales qui sont là, il y a l'Assemblée nationale qui est là, qui sera censée d'adopter ou de voter nos lois, elle peut proposer à un moment donné des révisions de certains articles. Oui. Ça peut nous permettre
par exemple, de viser des articles que nous sensons ou nous jugeons inopportuns dans ce contexte-là, de les modifier en guise pour que, c'est-à-dire au goût du peuple, pour que le peuple avance. Donc, on ne peut pas se fonder aujourd'hui sur tout ça pour dire bon, il faut voter non. Nous pensons que à un moment donné, si les institutions sont là, en place, et chacun jouera son rôle pour que la Constitution... On peut considérer ça comme une stratégie de l'UDG? Oui, une stratégie politique. Bien sûr. Ça peut être une stratégie pour nous. Et d'ailleurs, c'est ce que souvent j'ai dit. J'ai dit, la Constitution, là, on peut la voter. Et puis, après, si nous sommes dans un régime normal, dans un régime démocratique, proposer à un certain moment donné, à travers la pétition déjà qui est garantie dans ce projet de Constitution, si nous avons les voies requises, comme le recommande la loi qui va encadrer tout ça, si nous avons des lois, c'est-à-dire des voies requises pour aller faire déposer une pétition contre un article de la Constitution, mais nous allons le faire. Et ça permettra à tous ceux qui n'étaient pas d'accord sur cet article-là de se joindre à nous et qu'on aboutit à la révision pure et simple ou même à l'abrogation de cet article. Donc, je pense que il faut aller de l'avant, il faut sortir de la transition. C'est ce qui nous motive aujourd'hui à battre campagne pour que le oui remporte sur le non. Pour que le oui remporte sur le non. Pour l'UDG Union démocratique de Guinée, nous avons comme invité de parcours de ce matin M. Doboko Ivogui. Il est membre de l'UDG. UDG qui appelle à voter oui au référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. La pub derrière, on poursuit ce débat ici en studio avec vous. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre forme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, sentiment t'anime. Tu ne m'as même pas laissé essayer fois au moins.
Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la cadente nationale Marie-Louise Ouamono. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamono. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Cavi TV. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines d'un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur sminfo.com. Merci de nous rejoindre. Si maintenant vous le faites, vous êtes sur Cavi Média, le unique média de développement en République de Guinée. À la télé, vous nous regardez sur Cavi TV à la radio. Vous nous écoutez sur la 89.5, c'est Cavi FM et nous vous accompagnons pour la deuxième partie de cette émission, le scanner. Puisque au long du projet de nouvelle constitution, nous allons encore faire lecture d'autres articles. On commence avec, ou on poursuit avec l'article 28 Diana Boukam. Plutôt article 27, les personnes en situation de handicap ont droit au bien-être. L'État garantit l'accès des personnes en situation de handicap à la formation, infrastructure à usage public et aux moyens de transport public. Il prend les mesures nécessaires à leur protection contre les violences sexuelles, la traite et toutes les formes de discrimination et de maltraitance. Il promeut l'accès aux emplois publics et privés ainsi qu'aux opportunités d'auto-emploi dans les conditions que la loi détermine. Article 28. Les personnes âgées ont droit au bien-être dont l'État crée les conditions nécessaires. L'État préserve la dignité des personnes âgées, favorise leur accès aux services de santé et à la protection sociale. Les personnes âgées ayant accompli des actes méritoires au service de la nation peuvent bénéficier de privilèges et d'avantages dans les conditions que la loi détermine. Article 29. Les Guinéens établis à l'étranger ont droit à la participation à la vie de la nation. L'État crée les conditions nécessaires à cette participation. Il garantit leur représentation au sein du Parlement. Article 30. Toute personne a droit à un environnement sain. L'État assure la protection de l'environnement, de la sauvegarde de la faune, de la flore et de la promotion de la qualité de vie.
Il veille à la participation de chaque personne physique ou morale à la réalisation de ses finalités. Il assure la protection de son espace maritime, ses bassins et cours d'eau, ses zones humides, ses têtes de source, ses parcs naturels, ses paysages ainsi que ses cités monuments historiques contre toute forme d'abus ou de dégradation. Le transit, l'importation, le stockage, le déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants, tout autre irrélatif constitue des crimes imprescriptibles. Une loi détermine les actions applicables à ces crimes. Bien, nous sommes à l'article 31 du projet de nouvelle constitution. Monsieur Debo, vous avez quand même suivi encore ce lot que nous venons de lire, ces articles que nous avons lus encore une fois pour la gouverne des auditeurs et des téléspectateurs, mais un rappel également pour tous ces acteurs, pour ceux qui militent pour le oui et ceux évidemment qui militent pour le non. Vous appelez à voter pour le oui, mais comment jugez-vous d'abord le processus d'élaboration de ce projet de nouvelle constitution et plus loin cette campagne référendaire? Très bien. J'ai bien suivi avec intérêt la lecture de madame. Comme je disais, tous ces articles-là viennent renforcer les droits et les devoirs des Guinéens. Et la dernière, l'article 31 qui concerne les déchets toxiques, il faut le mentionner, c'est très intéressant parce que nous avons assisté, nous avons suivi à un certain moment donné dans certains pays voisins qui avaient coalisé ou qui avaient signé des traités avec des entreprises multinationales de l'autre côté et qui acceptaient qu'on amène, que ces entreprises-là importent des déchets toxiques sur leur territoire. Et on a suivi à l'époque ce qui s'est passé de ce côté. Ça a créé des frustrations, des maladies. Donc il faut lutter parce que jusqu'à preuve contraire, nous n'avions pas des infrastructures sanitaires dignes de nom pour lutter contre de telles maladies. Si toutefois on parvenait à avoir des déchets toxiques sur notre territoire, ça peut endeuiller beaucoup de Guinéens. Donc, il faut même éviter, et je pense que c'est dans cet esprit que le législateur a mis cet article 31 qui condamne et qui verrouille toute tentative et de velléité d'importation, de production des déchets toxiques sur notre territoire. C'est très important. Et maintenant, par rapport au processus d'élaboration de ce projet de constitution, vous savez, nous, à l'époque, nous avions proposé que les partis politiques que nous sommes soyons associés à ce projet d'élaboration. Parce que la constitution, elle concerne tout le monde, mais elle concerne beaucoup les partis politiques qui sont aujourd'hui l'incarnation de la voix populaire vis-à-vis de l'État. Donc, nous n'avions pas été associés. Ça n'a pas été un problème parce que la prérogative a été déjà déclinée au CNT qui était censé rédiger le projet de constitution. Donc, à la phase de vulgarisation de l'avant-projet, c'est là que nous avions participé et nous avons donné des avis. Comme je vous ai dit, nos avis n'ont pas été pris en compte, mais on a déjà un projet qui répond à certaines attentes, malgré que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais sur lequel nous pouvons déjà nous accorder et que nous pouvons déjà nous accorder pour que ça soit voté et qui permettra au pays de sortir de cette transition. Donc le processus d'élaboration a été un bon processus parce que le CNT a fait des immersions à l'intérieur à l'époque pour aller demander l'avis des uns et des autres. Nos partis politiques, on a été invités au siège du CNT pour aller déposer nos avis également sur ce projet, sur l'écriture de ce projet de constitution. Et avec toutes ces thématiques et des rencontres qui ont eu lieu pour donner des avis, quel que soit que nos avis soient pris en compte ou l'avis de certains acteurs aussi soit pris en compte ou ne soit pas pris en compte, il faut déjà saluer cet esprit qui a prévalu à tout ça pour que les Guinéens puissent se prononcer sur le processus d'élaboration et sur le processus d'adoption de ce projet de constitution. Donc, par rapport au référendum, c'est surtout cela, il y a un peu de problème.
À la campagne référendaire. C'est là il se situe un peu le problème. Parce que la campagne référendaire, à la veille même de l'ouverture, il y a eu des partis politiques qui ont été suspendus et qui ne sont pas les moindres d'ailleurs. Il s'agit de l'IFDG, il s'agit du RPG, il s'agit d'un autre parti que j'ignore le nom. PRP. Ok, PRP. Voilà. Donc, à ce niveau, nous déplorons que ces partis-là soient exclus du débat. Parce que j'ai suivi la décision de la HAC en la matière qui interdit aux médias de donner la parole aux partis suspendus. Et ces partis suspendus aujourd'hui incarnent une certaine popularité dans notre pays. Surtout l'IFDG, ce n'est pas un parti aujourd'hui à négliger. Je pense que pour l'animation et pour la crédibilité de cette campagne référendaire, il fallait permettre, quelle que soit la faute ou quelle que soit l'illégalité vis-à-vis de ces partis, il fallait tolérer qu'on parte dans ce processus avec tout le monde. Parce que la Constitution nous concerne tous. Aujourd'hui, les militants de l'IFDG sont des Guinéens comme nous. Donc, à ce niveau, si on les permettait de participer au débat, ils allaient bien s'exprimer, soit pour le pour ou pour le contre. Et ça allait garantir la crédibilité, ça allait donner un peu l'image. Bon. Voilà. Allez, on a déjà les 5 minutes qui sont écoulées, Okay. C'est pourquoi je suis obligé de vous couper. 5 minutes par question, vous l'avez déjà compris, mais vous avez encore 5 minutes avant de terminer pour convaincre. Quel message aujourd'hui souhaitez-vous adresser aux citoyens avant le vote, le scrutin du 21 septembre 2025? D'accord, merci pour cette opportunité. Je voulais appeler mes chers compatriotes qui nous suivent à ce moment précis. Le 21 septembre, c'est la date du référendum constitutionnel dans notre pays. Aujourd'hui, nous, IDG, nous avons choisi la voie pour le retour à l'ordre constitutionnel. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais il faut de l'acceptation et il faut que le pays sorte de cette transition. Parce que aujourd'hui, nous vivons tous les effets de la transition. Nous vivons tous les effets de tout ce que nous assistons comme barbarie, comme restriction des libertés publiques, comme aussi restriction aux libertés de manifestation. Il faut qu'on aille de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise économique que d'autres appellent une crise de liquidité. Vous avez votre argent dans des banques que vous ne pouvez pas avoir accès. Tout ça là, ce sont les effets de la transition. Il faut que nous partons de l'avant. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons pris la responsabilité en tant que formation politique et qui n'est d'ailleurs pas présentée devant l'opinion nationale et internationale, de nous inscrire dans le cadre de la progression, dans le cadre de la participation à tout ce qui est action positive dans notre pays. C'est pourquoi dès le début de cette transition jusqu'à maintenant, nous avons répondu à tous les appels des autorités. Autant que nécessaire, nous avons contribué à la production des bonnes propositions pour la bonne marche de cette transition. Si aujourd'hui, nous sommes appelés à aller voter un projet de constitution qui nous permettra d'avoir des élections crédibles, qui nous permettra d'avoir des élections libres et transparentes, qui nous permettra d'avoir des institutions qui vont gouverner l'avenir de notre pays, il faut que nous acceptons voter le oui. Parce que c'est seulement par le oui que nous allons procéder désormais et avoir aussi les autres élections dans le futur. Donc il faut aller voter pour le oui, il faut aller voter avec conscience, il faut aller voter avec patriotisme. Donc c'est cet appel-là que je peux lancer aujourd'hui aux Guinéens. Ça n'occulte pas pour aussi ceux qui veulent voter non d'aller voter. Parce que c'est aussi cela l'expression souveraine de chacun de nous. Nous avons assisté depuis notre indépendance à l'organisation des référendums. C'est une tradition historique et si vous vous souvenez, à partir du
28 septembre 1958, notre pays a renoué avec cette tradition. Donc, il n'est pas occulté à chaque Guinéen ou à une partie des Guinéens de dire non à ce projet de constitution. Mais nous, en tant que formation politique, Union démocratique de Guinée, nous appelons à nos militants, à nos sympathisants et aux citoyens qui se sentent maintenant prêts à voter ce projet, de voter oui pour que nous partons vers le retour à l'ordre constitutionnel, seul gage de la stabilité politique, de la stabilité économique et de la stabilité institutionnelle dans notre pays. Monsieur Dobo Koivogi, il est membre du parti UDG et vous avez déjà suivi son appel à membres auditeurs et téléspectateurs. Merci Monsieur Koivogi d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci Djena Boukam. Merci à tous. Merci aux équipes techniques, à la réalisation. Merci à vous également, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres acteurs du oui ou du non sur ce même plateau. D'ici là, restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Media, le seul et unique média de développement en République de Guinée. À demain. L'information